Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Résilience, le magazine du débat politique dans la Loire. Avec cette semaine, la question, alors que le variant britannique du Covid-19 deviendra majoritaire en France autour du 1er mars, d'après certains scientifiques, fallait-il prendre des mesures plus restrictives à l'approche des vacances de février? Et pour débattre de ce sujet, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir un petit nouveau, Jean-Jacques Ladet. Bonjour, vous êtes conseiller départemental PS de Roanne. Lionel Boucher, président de l'UDA Loire. De m'accueillir dans votre émission. Bonjour Lionel. Olivier Longeon d'Europe Écologie Les Verts, bonjour. Et bonjour. Robert Carulac, secrétaire départemental Les Républicains. On va commencer par vous, Jean-Jacques Ladet. Alors, votre réaction au sujet du jour? Alors, c'est une vaste question, mais qui mérite, je crois, qu'on dise quelques mots d'introduction sur la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, elle peut se résumer en deux points particuliers. Le premier, c'est qu'il est reconnu une circulation virale aujourd'hui très importante, puisque nous sommes depuis quand même un bon mois en plateau, avec à peu près 20 000 cas quotidiens. Et lorsqu'on regarde l'aspect général de ce plateau depuis début janvier, on est quand même sur une phase légèrement ascendante. Donc, on est là véritablement sur une circulation virale importante qui est aussi caractérisée par le nombre d'hospitalisations. On a un nombre d'hospitalisations qui, quand même, au fil du temps, lui aussi monte très régulièrement. Et on a aussi un nombre d'hospitalisations en réanimation qui est de plus en plus important, qui monte régulièrement, puisqu'on est à peu près en France à 3 340-50 personnes hospitalisées dans les services de réanimation aujourd'hui, que cela représente 66-67% des taux d'occupation des lits en réanimation. Donc on est au-dessus des 60% qui sont un élément, un facteur de gravité de la circulation virale et de l'épidémie. Et puis le deuxième point donc, qui arrive depuis fin décembre, début janvier, vous l'avez cité, c'est l'augmentation progressive mais rapide de la prévalence et des variants britanniques principalement, mais avec un regard particulier aussi sur les Brésiliens et les Sud-Africains. Et les chiffres sont parlants. Au début du mois de janvier, c'était à peu près 3%. Fin janvier, c'était autour de 14-15%. On commence à arriver une moyenne nationale à 20%. Et il y avait aujourd'hui même un virologue parisien qui parlait du taux de 37, 38, 40% en Île-de-France. Donc cet événement constitue en quelque sorte une deuxième épidémie dans l'épidémie première qui touche notre planète depuis le mois de mars 2020. Moi, je suis impressionné par le fait que quand on regarde les courbes qui nous sont présentées, quel que soit le thème retenu depuis mars 2020, on a une première courbe avec une décroissance très importante du fait du confinement sévère qui a été observé. Et on a une deuxième courbe de septembre, octobre, novembre qui, elle, décroît de par les mesures qui ont été prises, mais étant moins sévère, on est là sur un plateau à mi-pente et ce plateau, on le retrouve aujourd'hui avec un aspect ascendant. Donc on va avoir la percussion d'une deuxième épidémie avec des variants viraux sur une deuxième vague épidémique qui n'est pas terminée, d'où l'idée quand même bien répandue aujourd'hui dans la communauté scientifique d'une troisième épidémie qui va intervenir, et c'est là le souci qu'il nous faut souligner, qui va intervenir sur une situation hospitalière déjà tendue et en particulier en réanimation, et qui va mettre ces mêmes services de réanimation dans une tension extrêmement importante, ceci vraisemblablement au mois de mars. Donc voilà,
cette situation, je ne pense pas la dramatiser à souhait, mais elle est quand même bien vérifiée par les chiffres qui nous sont donnés quotidiennement. Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense que les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes. Si on regarde l'impact du couvre-feu à 20h puis à 18h, sans doute a-t-il permis d'éviter une reprise trop rapide d'une troisième épidémie, mais il n'agit plus sur ce plateau à 20 000 cas par jour, et ce plateau qui est expliqué par les accueils en réanimation et à l'hôpital. Donc, on est là sur le fait de dire les mesures qui ont été prises ne suffisent pas, et je pense qu'on aurait pu peut-être profiter, et sans doute, des vacances de février pour regrouper les différentes zones, réfléchir sur 2 ou 3 semaines, et à ce moment-là, revenir, et certains scientifiques le défendent, scientifiques et économistes d'ailleurs, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais certains scientifiques défendent et appellent à un reconfinement rapide de façon à anticiper. Les politiques menées par le gouvernement donnent l'impression qu'on court après le virus et qu'on va continuer à courir en attendant une troisième vague, alors que certains scientifiques, et je partage leur opinion, disent que c'est maintenant qu'il faut agir de façon à ralentir cette troisième vague. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs en début d'année 2020, qu'il fallait développer des politiques de confinement pour éviter ces grands pics de saturation, et avec les conséquences humaines que ça, en termes de mortalité bien évidemment et de séquelles médicales, mais de façon à éviter ces grands pics épidémiques, de façon à pouvoir les étaler dans le temps et de façon à préserver les accueils dans les services hospitaliers et dans les services de réanimation. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui reconfiner le plus courtement possible, sans doute le plus fortement possible, de façon à éviter une troisième vague qui se fera quand même, mais peut-être dans des conditions moins fortes, moins prégnantes sur le système hospitalier, permettant d'accélérer, parce qu'il faut accélérer autant que faire se peut, les périodes de vaccination, d'accélérer les séquençages génomiques qui ne sont pas suffisamment développés dans notre pays, et de façon à dépister, à renforcer le dépisté, tracé, isolé, avec la question de l'isolement qui, à mon sens, n'est pas suffisamment développé dans notre pays. Et on arriverait peut-être à ce moment-là à canaliser cette troisième épidémie de façon à ce que la vaccination puisse prendre toute sa place, avec une immunité collective qui aujourd'hui est nettement insuffisante. On le sait, le chiffre de vaccination est de l'ordre de 2 300 000, si je me rappelle bien. Ce n'est pas suffisant pour assurer une immunité collective. Et l'immunité collective de fin de printemps, plus une troisième vague épidémique pas trop importante, permettrait, je crois, d'arriver à l'été avec l'espérance d'une rentrée beaucoup plus satisfaisante que ne l'a été la rentrée de septembre 2020. Merci beaucoup, Jean-Jacques Cladet. Donc, vous êtes un jeune médecin à la retraite. Merci pour ces précisions. Robert Kerulac, vous partagez l'avis de Jean-Jacques Cladet? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus expert dans le domaine scientifique, donc je ne me prononcerai pas sur la pertinence de nouveau confinement. Par ailleurs, je suis légaliste, donc je respecte de manière très, très scrupuleuse les restrictions sanitaires et j'invite bien évidemment tout le monde à en faire de même. En revanche, comme citoyen, j'ai le droit et même le devoir, d'une certaine manière, de m'interroger sur la gestion politique de cette crise et sur ses conséquences. Que le politique, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé prennent conseil auprès d'experts, c'est tout à fait légitime. Néanmoins, je pense que c'est à eux, in fine, de décider en prenant en considération tous les paramètres dont ils disposent. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie, nous sommes en technocratie, voire en médicocratie, et je crois que ce n'est pas acceptable, parce qu'on ne peut pas décider par rapport à un seul paramètre.
on doit prendre en considération toutes sortes de situations, et même dans le domaine de la santé, même dans le domaine de la santé publique, on ne peut pas se limiter à la gestion de l'urgence face à la pandémie. Il y a toutes les questions liées à la prévention, au dépistage et au traitement de maladies potentiellement mortelles. Il y a toute la question des interventions chirurgicales différées et des risques qu'elles font courir aux patients. Et puis, pour ne pas être trop long, je dirais que la santé est un tout et que le bien-être psychologique et mental sont essentiels à la vie d'une société et au bonheur des individus, au sentiment de participer à une vie collective et d'être utile aux uns et aux autres. Donc, ce que j'aimerais pouvoir connaître, et que je n'ai pas d'éléments à ce sujet aujourd'hui, c'est le rapport bénéfice-risque finalement d'un confinement. C'est-à-dire quel risque fait-on courir à la population lorsqu'on les confine et quels bénéfices réels retire-t-on d'un confinement en matière de lutte contre la pandémie. Alors, je passerai sur les conséquences économiques, sociales, morales, mais quand même, 500 milliards de dettes supplémentaires, 1 million de chômeurs en plus, 1 million de nouveaux pauvres, explosion des demandes de RSA et des conséquences très lourdes et peut-être irrattrapables pour les scolaires et les étudiants. Et on pourra multiplier d'autres exemples de conséquences sociales, voire citoyennes, avec notamment des difficultés à exercer notre droit de vote, puisque des élections ont été reportées et de nouvelles risquent de l'être encore. Donc, je crois que face à cela, on est en droit d'exiger de la transparence, de la clarté de la part de ceux qui nous gouvernent. Et on aimerait bien savoir qui conseille le président. Alors, on a bien quelques noms, mais est-ce que ceux qui conseillent sont ceux que l'on voit à la télévision tenir souvent des propos contradictoires ou d'autres qu'on n'entend pas, qui ne s'expriment pas? Bon, il y a un petit peu d'obscurité. Le Conseil de défense, qui le compose? Est-ce que le Parlement est bien toujours informé, bien toujours respecté? Ce n'est pas le sentiment des parlementaires. Enfin, on aimerait bien savoir qui va payer, parce que quoi qu'il en coûte, c'est très généreux. Et effectivement, la santé et la vie humaine n'ont pas de prix, mais à la fin, il y aura quand même au moins 500 milliards à rembourser, une dette extrêmement lourde. Qui la paiera? Quand et comment sera-t-elle acquittée? Donc tout ça, ce sont des questions qui restent en suspens et les Français s'interrogent de plus en plus sur ces sujets-là. Et puis, pourquoi ne fait-on pas confiance aux élus locaux, aux maires, aux présidents de région, aux présidents de département? Pourquoi finalement n'essaie-t-on pas d'améliorer l'efficacité opérationnelle de la vaccination en particulier, mais c'était le cas aussi pour les tests, en s'appuyant sur des décideurs locaux qui peuvent mettre à disposition des réseaux, notamment de bénévoles, mais aussi de professionnels, qui permettraient d'intensifier les campagnes, aussi bien de tests que de vaccinage. On parlait d'isolement tout à l'heure. Si on ne mobilise pas les élus locaux, si on ne mobilise pas les partenaires locaux, on ne parviendra même jamais à isoler réellement des personnes détectées positives. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une période de mensonges, il y a maintenant une période de revirement, de changement de pied, une confusion entretenue au niveau des médias, soi-disant pour préparer la population à de nouvelles mesures. Puis finalement, ce sont des mesures contraires à celles attendues qui sont prises. Donc, j'ai envie de poser une dernière question. Quand va-t-on arrêter d'infantiliser les Français? Je pense que les Français sont majeurs. Ils sont certes pas encore vaccinés en l'occurrence, mais ils demandent juste à être considérés comme des gens responsables, capables de comprendre et de faire des efforts pour le bien de tous. Merci beaucoup, Robert. Olivier Longeon, votre analyse sur la question. Alors, moi, j'aurais été partisan de reconfiner parce qu'on nous dit sans arrêt que si on ne reconfine pas, on va avoir une grande vague. J'ai tendance à dire que moi, j'y connais rien, que j'entends des scientifiques et des médecins de l'hôpital. Récemment, on a fait une rencontre avec des médecins de l'hôpital de Saint-Étienne qui nous ont dit on est au maximum en termes d'urgence
urgence, on ne va pas arriver à suivre. Eux, ils étaient pour le reconfinement plus rapide, ceux qu'on a rencontrés. Hein. Donc moi, j'écoute plutôt et je me dis, bon, là, on a peut-être joué un peu avec le feu, surtout que certains disent peut-être qu'en ne reconfinant pas, on sélectionne un peu, c'est un grand terme, mais un virus plus dangereux que l'an précédent, etc. Bon, moi, j'aurais été partisan de reconfiner. Maintenant, ça n'a pas été fait. Moi, je trouve qu'il y avait quand même une solution intermédiaire. Euh, les vacances scolaires, il y a 3 zones, vous le savez tous. Ces 3 zones-là, elles n'existent pas simplement pour nos beaux yeux ou pour faire plaisir aux Stéphanois qui partent en vacances avant les Parisiens. Elles existent pour étaler la saison touristique au ski, pour que les autoroutes ne soient pas saturées, que les stations puissent se recevoir avec les différentes zones les unes après les autres. Là, on était en l'occurrence dans un moment où de toute façon les stations sont fermées. Donc, enfin, on peut aller aujourd'hui en station pour ceux qui ont une maison ou un appartement, mais globalement, on ne peut pas faire de ski. Toutes les stations disent qu'elles ont une baisse de fréquentation phénoménale. On aurait pu imaginer, on aurait pu dire, quitte à ce que la saison touristique de février soit perdue, on va essayer par exemple de sauver celle d'avril, puisque c'est un enjeu touristique et économique, et on va dire, on regroupe les 3 zones au même moment en vacances, par exemple 15 jours, on pourrait même essayer de prolonger peut-être d'une semaine, dire on fait une période de vacances un peu plus longue, et voir là, au débouché de ce moment-là. Or, en fait, ce qui a été choisi, c'est de reculer pour plus mal sauter. On va faire une première période de vacances pour nous, après ça va être la 2e zone, après ça va être la 3e zone, et là on va se rendre compte que quoi qu'il en soit, le virus est revenu. Par mon système, à la limite, on faisait 2 ou 3 semaines de vacances pour tout le monde, on regardait si on arrivait à bloquer, et si on n'arrivait pas à bloquer, on entrait en confinement. Mais on allait plus vite en confinement, ce qui voulait dire qu'on en sortait aussi plus vite. Or là, en fait, on a choisi on n'a pas choisi, enfin c'est pas nous d'ailleurs, hein, c'est le gouvernement qui n'a pas choisi véritablement une stratégie qui avance un peu à la va comme je te pousse. J'y reviendrai sans arrêt, mais la loi hôpital, qui a été quand même voulue par la droite, mais qui a été aussi prolongée derrière par exemple François Hollande, la loi hôpital, patient, santé, territoire, elle a été faite à un moment où des parlementaires ont dit il y a trop d'administratifs dans le monde de la santé, il faut qu'on redonne le pouvoir quelque part au personnel et aux citoyens qui voient comment l'hôpital marche. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle fonctionne, c'est tout pouvoir à une administration de la santé, qui est les agences régionales de la santé, on entend parler de l'ARS, et avec des décisions qui sont très souvent aberrantes. Et conclusion, quand on a dit dans les hôpitaux, il faut moins d'administratifs, plus de médecins, on a aujourd'hui de plus en plus d'administratifs, de moins en moins de médecins. On a fait l'inverse de ce qu'on imaginait pouvoir faire de bien pour notre santé. Je crois que là, vraiment, cette période a mis à plat complètement le système de la santé. Il est clair qu'en France, on doit reprendre à zéro. Moi, je suis surpris de voir, par exemple, l'Espagne qui a laissé des zones ouvertes, notamment Madrid, avec des restaurants et ainsi de suite, et qui, quand il y a eu une augmentation du nombre de malades à Madrid, eh bien, Madrid a été capable d'ouvrir de nouvelles chambres pour accueillir les malades. Alors, effectivement, moi, je reste vigilant. Il faut aller voir exactement comment ça s'est passé, ainsi de suite. Mais on a l'impression que certains pays ont mieux réagi que nous. Et nous, on a l'impression qu'on s'est empêtré complètement dans l'organisation de l'hôpital. Il y a des médecins qui disent, vous savez, la saturation de l'hôpital, c'est ce que vous voyiez autrefois tous les étés, quand vous aviez la queue des brancards avec des personnes âgées qu'on n'arrivait pas à gérer, parce qu'il y a un certain nombre de médecins étaient partis en congé. Eh bien, dans cette suraffluence, on y est maintenant en permanence. Donc, la seule solution, c'est certes passer cette épidémie, se vacciner, trouver les moyens de s'en sortir, mais derrière, il faut réorganiser l'hôpital et redonner sa place aux patients, redonner leur place aux médecins. Merci beaucoup, Olivier. Lionel Boucher, votre avis sur la question? Écoutez, c'est un sujet qui, à l'évidence, est compliqué, hein, puisque nous ne sommes pas scientifiques, à part vous, docteur, qui nous apportez une analyse assez précise des choses. Les chiffres, je les partage avec vous. Nous avons aujourd'hui à peu près 19 000 cas nouveaux qui se présentent en France, des tensions en réanimation qui sont plus ou moins importantes, hein. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à peu près à 65%.
ça fait peu de cas, 333. Maintenant, la question que nous devons nous poser, et très honnêtement, j'apprécie de ne pas être président de la République aujourd'hui, puisque cette décision, elle est extrêmement contrainte. Le choix qui se pose à lui, il est extrêmement difficile. C'est comment on permet aux Français de poursuivre une vie à peu près normale et de préserver des vies. Cette situation, on ne la souhaite à personne. Alors, à l'évidence, nous avons fait une proposition. Le président national Jean-Christophe Lagarde a proposé que nous puissions vacciner en priorité les jeunes pour faire en sorte que la vie reprenne par eux, qu'on puisse réouvrir les universités et que dans le même temps, on vaccine nos plus âgés, les aînés, pour qu'on ait le moins de morts possible. Mais plus avant, cette question, elle est extrêmement complexe. C'est que nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de vivre ensemble. Et aujourd'hui, au-delà même l'économie qui est extrêmement empruntée, enfin, honnêtement, on se les dit souvent sur votre antenne. Celui qui est caution personnelle sur son bien, sur son outil de travail, lui va tout perdre. Comment est-ce qu'on peut accepter longtemps que la vie s'arrête? Et je crois qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, alors le temps va peut-être nous aider. On a l'impression qu'avec la chaleur, docteur, vous me reprendrez peut-être, mais on a l'impression qu'à l'été, l'épidémie devrait décroître. Si on arrive à cumuler avec une vaccination massive, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, on arrivera peut-être à inverser les courbes. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la France se retrouve, et l'Europe et le monde se retrouvent fragilisés, et qu'il va falloir à un moment donné qu'on se pose cette question, c'est est-ce que vivre, c'est ne pas mourir? Et est-ce qu'on doit abandonner des pans entiers de notre société? Est-ce qu'on doit abandonner la santé mentale? Parce que, je ne sais pas, vous êtes forcément, comme moi, emprunt à la réalité du terrain, et on voit tous les jours des gens qui, aujourd'hui, vivent de plus en plus mal. Et paradoxalement, alors ceux qui sont isolés le sont encore plus. On se l'est déjà dit, ne pas aller visiter ses malades, ne pas pouvoir faire société, ne pas aller en entreprise, je veux dire, cette vie sociale au quotidien est en train de manquer à tout un chacun. Et je crois qu'il va quand même falloir qu'on retrouve un chemin de normalité. Sinon, je crois que le vaccin va faire moins de dégâts. En tout cas, la maladie fera moins de dégâts que le fait de s'en protéger. Merci beaucoup Lionel. Docteur, en une minute, une réaction sur les uns et les autres, sur ce qu'ont dit les uns et les autres? Les conséquences de la crise sanitaire ont été évoquées par les uns et par les autres, et elles doivent faire, je crois, l'objet quand même actuel d'aujourd'hui d'une attention particulière, alors que ce soit sur le plan économique, avec des mesures qui ont été prises au niveau national, au niveau européen, mais aussi au niveau social. Et j'ai bien entendu toutes les conséquences de la crise sanitaire au niveau de la précarité, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'éducation, au niveau de la jeunesse. Je crois que les études qui sont faites aujourd'hui sur la jeunesse quand même sont inquiétantes. Au niveau de la santé mentale, c'est vrai que les conséquences quand même psychologiques, voire parfois psychiatriques de la crise sanitaire sont importantes. Et c'est peut-être l'occasion, à travers quand même des fondements du vivre ensemble, que les élus que nous sommes tous, les politiques que nous sommes tous, doivent commencer aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, à réfléchir sur ce qu'on a appelé le monde d'après. Ce monde d'après, au fond, il est là.
Il est sur le développement économique, il est sur le développement social, il est sur la lutte contre la pauvreté qui se développe de façon massive dans notre pays. La jeunesse, qui est l'avenir de ce même pays, est à accompagner aujourd'hui, là aussi sur le contexte économique, social, la formation, l'université. Et je n'oublie pas aussi l'intervention qui a été faite sur la santé. Je crois qu'il faut véritablement aujourd'hui s'interroger sur la santé avec le système hospitalier, qu'il faut quand même regarder de très près. Je n'oublie pas non plus la recherche et le développement. Je crois que les rapports qui ont été établis sur le plan commercial entre l'État français, l'Europe, les laboratoires pharmaceutiques, Sanofi en ce qui nous concerne, Pasteur bien sûr, relèvent quand même, entre autres, d'un déficit et d'une perte de l'investissement de l'État en matière de recherche et développement. Et ce sont des questions qu'il faut aujourd'hui traiter parmi tant d'autres. Merci beaucoup. Deuxième partie de cette émission, vous en avez l'habitude, c'est le sujet d'actualité qui a retenu votre attention. Cette semaine, Olivier Longeon, c'est lequel ? Cette semaine, mon actualité, pour moi, c'est l'annonce qui a été faite par les statisticiens de la météo qui disent dans les 50-60 dernières années, la Loire a pris 2,6 degrés. Alors 2,6 degrés, quand on habite Saint-Étienne, à 600 mètres d'altitude, on se dit les terrasses sont dehors plus souvent. C'est sympathique, le réchauffement climatique. À l'échelle de ceux qui sont par exemple à Saintes et qui ont eu 2 fois de suite une crue qui normalement aurait dû revenir tous les 500 ans, c'est-à-dire 2 fois de suite en 20 ans, dans la même période, c'est plus du tout la même chose, quoi. C'est plus simplement un réchauffement climatique qui nous permet de sortir les terrasses, c'est ce qu'on appelle un dérèglement climatique. Et ça commence à poser beaucoup de problèmes. Et puis nous qui avons 2,6 degrés, à peu près au même moment où on nous a annoncé qu'on avait gagné cette température en 60 ans, il faut se dire que, par exemple, en Espagne, au fin janvier, il y a eu 30 degrés à Valence. C'est-à-dire qu'un 30 degrés à Valence, normalement, c'était plutôt en juin. Maintenant, on commence parfois, dans une vague d'air chaud au mois de janvier, à avoir ces épisodes. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile et il faut agir rapidement. Alors, le gouvernement s'est satisfait en disant la France ne progresse plus que de 1,7% dans ses rejets de gaz à effet de serre. Il faut savoir que l'objectif que s'était fixé notre président, c'était 0 pour la fin de son mandat. Donc, il y a encore du travail. Je crois qu'on peut le faire, on a les moyens, on a des entreprises qui sont capables de répondre à cette transformation que ça représente, mais il faut y mettre les moyens. Il faut vraiment en avoir envie et pas regarder ça de loin. Dernière toute petite chose dans l'actualité, chaque année à Angoulême, il y a un prix qu'on appelle le prix Tournesol de la BD écolo. Et cette année, c'est L'eau vive qui a eu le premier prix. L'eau vive, ça raconte l'histoire de ceux qui, en Haute-Loire, se sont battus contre le barrage de Serre-de-la-Phare et qui ont voulu que la Loire soit aménagée différemment, de manière plus écologique. Aujourd'hui, à Serre-de-la-Phare, c'est une réserve naturelle. Eh bien, c'est leur histoire qui est racontée dans cette BD qui s'appelle L'eau vive et qui est une BD, donc il y a eu un prix, le prix de la BD écologiste 2021, enfin, la parution en 2020, mais c'est notre histoire que ça raconte un peu, parce que ça raconte l'histoire de Jean Dupuis, de Saint-Étienne, de Lyon, qui ont voulu un autre aménagement à cet endroit-là et qui ont réussi. Et aujourd'hui, tout le monde en est bien content. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Jacques Ladève, votre fait d'actualité qui a retenu votre attention cette semaine, c'est lequel ? Écoutez, je resterai sur les impacts sanitaires sur la situation sociale de nos concitoyens, puisque ça a été évoqué lors de la première partie de nos échanges et que ça a fait l'objet d'un débat important sur le plan politique quant au vote du budget primitif du département. Ce budget a été voté en fin de semaine dernière. Et nous avions prêté attention, et le groupe Loire Solidaire auquel j'appartiens a voté contre ce budget parce qu'il ne montrait pas justement la prise en considération des impacts sociaux de la crise sanitaire. Je vous donnerai quelques exemples. Les EHPAD, par exemple. Les EHPAD
avant la crise sanitaire, était déjà dans une situation difficile qui nous était signalée à travers des tensions budgétaires, mais aussi à travers une difficulté de personnel suffisant, à travers un turnover important. Les personnels partaient beaucoup, si bien que la qualité des soins dans les EHPAD était déjà pointée comme une des problématiques des personnels soignants. Il est bien évident que la crise sanitaire a été un élément d'aggravation, avec des conditions de travail quand même très, très difficiles, un risque de contamination important. Et nous n'avons pas senti dans le vote du budget autonomie. Il faut savoir que le budget autonomie, c'est quand même la moitié du budget solidarité humaine, c'est le tiers du budget global du département, donc un investissement important. Et le département n'a pas souhaité ni augmenter les participations financières, les forfaits dépendance aux EHPAD, et n'a pas souhaité prendre en considération de ce fait la qualité du travail des soignants et par conséquent la qualité de l'accueil des résidents dans nos EHPAD. C'est un exemple. Le deuxième exemple que je prendrai, ce sont les services d'accompagnement à domicile qui ont beaucoup souffert eux aussi de la crise. Ce sont souvent des associations qui sont des associations gestionnaires qui ont depuis longtemps des problèmes de tension budgétaire, depuis longtemps des problèmes de tension en matière de ressources humaines. Des négociations ont eu lieu au niveau national sur les conventions de branche, des améliorations salariales ont été actées ou devraient être actées dans les négociations qui viennent. Nous n'avons pas vu clairement exprimé dans le budget la prise en considération de l'augmentation des salaires indispensable pour professionnaliser le métier des aides à domicile. Donc on est bien là dans un décalage entre ce qui devrait être une nouvelle mouture budgétaire, un nouveau cadre budgétaire pour intégrer dans ce budget les conséquences sociales de la crise sanitaire. L'accès aux droits, par exemple, le RSA explose. On le constate au niveau national. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une attention particulière qui soit portée à tous les ayants droit qui aujourd'hui ne sont pas bénéficiaires. Et ils sont au niveau national 30%, c'est-à-dire que 30% des ayants droit ne bénéficient pas du RSA aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous a été refusé. Et puis peut-être un dernier exemple sur la question de la pauvreté et de la précarité qui explose aussi dans notre pays. 10 millions, plus de 10 millions de pauvres. Il y en a un peu plus de 100 000 sur le département de la Loire. Nous avons aujourd'hui une enveloppe de l'ordre de 1 300 000 pour accompagner toutes les personnes qui aujourd'hui se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Donc, vous voyez, par rapport à cette question sanitaire, par rapport à ses conséquences sociales, nous n'avons pas senti la volonté de redéfinir complètement les orientations budgétaires et par conséquent le budget primitif du département. Et c'est pour ça que nous ne l'avons pas voté. Merci beaucoup Jean-Jacques. Robert Kerulac, votre fait marquant de l'actualité cette semaine, c'est lequel? Simplement par rapport au département, je crois que la majorité départementale a une vraie préoccupation et une vraie fibre même sociale, en particulier son président Georges Giguère. Moi, je rappellerai simplement, parce qu'on ne peut pas débattre de cela maintenant, que les charges pesant sur le département en matière sociale sont de plus en plus lourdes et que l'État, malgré les milliards dépensés pour gérer la situation liée à la pandémie, n'a pas versé un centime supplémentaire aux collectivités territoriales pour faire face à celle-ci. Donc il y aurait peut-être aussi une contribution de l'État qui pourrait être envisagée dans ce domaine-là, en soutien justement aux politiques des collectivités territoriales. Non, moi je voulais simplement parler des professeurs. Bon, il y a eu un fait d'actualité dont tout le monde a entendu parler. Les professeurs qui sont sur le terrain, tout comme les soignants d'ailleurs, parce que finalement, au bout du bout, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui vous soignent, et dans des conditions souvent très très difficiles, et il y a des gens qui enseignent
qui transmettent les valeurs de la République, qui forment des jeunes, qui les préparent à un métier, qui essaient de répondre à leurs rêves, à leurs ambitions. Et eux aussi, ils sont sur le terrain dans des conditions parfois très, très difficiles. Mais je ne voudrais pas qu'il n'y ait que du négatif. Il y a aussi de très belles réussites dans nos collèges, dans nos lycées. Il y a aussi des actions qui sont menées au quotidien pour soutenir des jeunes en difficulté et leur permettre, malgré tout, de se construire un avenir et d'obtenir ensuite un métier qui leur plaira et qui leur permettra de s'épanouir. Donc, soyons réalistes, mais ne soyons pas pessimistes. Et il y a des gens sur le terrain qui font face aux difficultés et j'ai vraiment envie de penser très fortement à eux, qu'ils soient soignants ou professeurs. Merci beaucoup, Robert. On termine avec vous, Lionel Boucher. Alors, le fait marquant de l'actualité cette semaine qui a retenu votre attention, c'est lequel? Bien, écoutez, j'ai envie de citer Voltaire ce soir devant vous. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et c'est aujourd'hui l'ergotage entre François Bayrou, que j'apprécie par ailleurs, et le président de la République, Emmanuel Macron, qui m'attriste, puisque la question de la proportionnelle se repose. Et je crois que si nous voulons, à quelque part, accompagner notre démocratie, qui aujourd'hui est bien fragilisée, eh bien, il faut que chacun des courants de pensée puisse être représenté dans chacune des assemblées. Et nous devons sortir du bipartisme, et encore, j'allais dire aujourd'hui, de cet état de fait où deux, trois grands partis ou grandes familles de pensée, ou en tout cas j'allais dire, de réaction puissent s'exprimer. Et il faut donc que chacun, dans les urnes, puisse voir son vote se concrétiser. Et donc, je veux lancer un appel pour que la proportionnelle puisse être engagée et se concrétiser dans chacune de nos échéances à venir. Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup, messieurs. On se donne rendez-vous alors la semaine prochaine pour un nouveau débat politique dans la Loire. Et puis, vos réactions, comme d'habitude, sur la page Facebook de Résilience, par Internet, par mail à résilience42@orange.fr. On remercie Off Loire de nous accompagner. Passez une bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.